bonjour à tous. J'espère que le son est bon. Que j'ai pas de problème technique dans ma douceur angevine. Donc bonjour à tous. Donc oui, je vais tout de suite partager l'écran euh, sur un sujet passionnant, mais qui n'est pas simple, qui est la question de. Alors voilà, je vais enlever tout ce qui dépasse parce que ça nous gêne et on n'y verra plus rien. Voilà, ça disparaît peu à peu. Je vais faire grand écran. Ce sera plus agréable, je pense. Voilà, je crois que comme ça, tout le monde voit bien. La thématique de la discrimination en raison de l'identité de genre, c'est un sujet sur lequel je me suis penché il y a 7 ou 8 ans, parce qu'avant, j'y connaissais pas grand-chose. J'avais des connaissances très générales, comme tout le monde, mais bon, j'avais pas vraiment creusé le sujet. Et c'est des collègues à Angers qui m'ont incité à y réfléchir. Aussi des réflexions avec des étudiants qui m'ont. C'est ça l'intérêt, c'est que plus le temps passe, plus les étudiants sont jeunes. Et l'écart de génération n'est pas forcément un obstacle, mais c'est une incitation à une Oh réflexion putain. différente. Mon propos, donc on a, je crois, j'ai une trentaine de minutes. Je vais peut-être pas utiliser tout mon temps, pour quitte à ce qu'il y ait des questions. Sur cette thématique de l'identité de genre, il faut partir évidemment comme toujours. Alors je ne vais pas remonter à tous les textes qui existent, mais je vais quand même en citer quelques-uns au moins pour ouvrir le propos. Bah, commençons peut-être par le Code du travail et le Code pénal, puisque dans la liste des chefs des motifs de discrimination prohibés figure désormais et dans le Code du travail 1132.1 et dans le Code pénal 1225.1, l'identité de genre. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, etc., etc., en raison de, et on a notamment l'identité de genre, que l'on retrouve alors évidemment dans un style civiliste sous la plume d'1132.1 et dans une formulation pénaliste de 1225.1, constitue une discrimination de toute distinction opérée, etc., en fonction de l'identité de genre des personnes. Alors, c'est une question intéressante. Il n'est pas nécessaire, j'ai laissé dans le support que je pourrais vous transmettre si vous le souhaitez, quelques rappels de définition que tout le monde connaît, je pense, hein, notamment depuis qu'on a transposé la loi du 27 mai 2008, enfin, par la loi du 27 mai 2008 que nous avons transposé des directives que nous n'avions pas transposées et qui nous ont permis d'intégrer de manière beaucoup plus claire les distinctions entre discrimination directe et indirecte alors, qui ont quand même leur importance, même si c'est connu. Je crois que c'est pas inutile comme me disait mon maître, de faire toujours un tout petit peu de solfège avant de faire de la musique. Au titre du solfège, donc les fondamentaux, ben, la discrimination directe, ça c'est quand même quelque chose qui est très 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 important, puisque la définition qui nous en est donnée dans le texte, c'est le fait de traiter une personne de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aurait été. J'ai développé ça dans un autre slide ici, et c'est très très important. Il y a cette idée d'une comparaison très concrète entre deux personnes qui vivent au même instant dans le même endroit, une situation que l'on peut comparer, une situation très concrète, encore une concreto, dans des situations successives, et enfin il y a le raisonnement théorique, l'hypothèse, le conditionnel, c'est-à-dire que sans comparer quelqu'un avec quelqu'un d'autre, on se dit, ah, si la situation avait été différente, si ça avait été un homme, peut-être qu'on ne l'aurait pas traité de la même manière, s'agissant par exemple d'une femme. Donc il y a ces raisonnements in concreto, in abstracto qui sont très 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 connus, qui font que, comme nous le savons tous, on peut très bien prouver une discrimination sans faire de comparaison. Hein, il suffit de dire que hypothétiquement, cette personne n'aurait pas été traitée de cette façon-là si elle n'avait pas telle origine, telle identité, telle couleur de peau, etc., etc. Donc, c'est un élément très important, c'est en même temps très très difficile. Et bon, j'ai été plus d'une dizaine d'années avocat et j'ai gardé de ce passage dans l'activité libérale des avocats la confrontation à la réalité des difficultés de preuve, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des idées et des causes même nobles, il faut être capable devant le juge d'avoir des éléments suffisamment probants pour convaincre de ce que nous sommes. Alors nous connaissons tous les règles posées par la jurisprudence en matière de présomption, tant dans la discrimination directe et indirecte, les possibilités de renverser les présomptions quand le juge a présumé qu'il y avait une possible discrimination. Et ce qui m'intéresse en particulier dans mon sujet, c'est notamment aussi les discriminations indirectes, parce que ce sont finalement ces discriminations-là qui sont parfois les plus difficiles à révéler, puisqu'il y a certainement, il y a très souvent aucune intention maligne de la part de ceux qui sont à la manœuvre ou qui sont aux commandes. Il y a une pratique dont on sait qu'elle est neutre en apparence, mais qui en pratique désavantage une catégorie de personnes.
On a eu beaucoup de réflexions sur ce sujet, notamment quand la Cour de justice est intervenue sur la question des clauses de la neutralité philosophique, politique ou religieuse qu'un employeur doit adopter, et avec comme écho, nous, en droit français, nos clauses de neutralité dans le règlement intérieur. J'ai beau imposer à mes salariés une neutralité philosophique, politique, religieuse, en particulier dans leur contact avec la clientèle, et généraliser la neutralité sans distinction des convictions politiques, philosophiques ou religieuses, si en pratique, c'est telle catégorie de personnes qui est plutôt ciblée malgré moi, alors ça peut devenir quand même une discrimination, sauf si j'ai un motif légitime derrière qui permet de l'expliquer. Donc ça, bon, c'est pas mon sujet de ce matin, mais c'est en termes de méthode de raisonnement quelque chose qui est important. Alors, pour en revenir à mon sujet, quand j'en parle en formation professionnelle devant des avocats, ou quand on discute avec des magistrats, ou qu'on anime avec eux des formations, ou face à des étudiants, ben, découvrir que nous, les travaillistes, on n'est pas les seuls à être confrontés à la notion d'identité de genre, parce que c'est une notion qui est inscrite dans plusieurs de nos textes et dans plusieurs de nos codes et de nos lois, et qu'on la trouve dans quelques textes. Alors j'ai pris quelques exemples, au moins pour planter le décor, si j'ose dire, que je vais rapidement reprendre. Une convention, la dernière convention de l'OIT que nous ayons ratifiée, la convention 190, je vais y revenir. Le code pénal, la loi sur la presse, le code du travail, j'y reviendrai bien sûr. Des textes aussi en matière de formation professionnelle, des dispositions sur le règlement intérieur, et j'allais dire peut-être avant tout les dispositions qui ont modifié les règles concernant les actes d'état civil dans le code civil, qui sont des dispositions qui me semblent en fait extrêmement importantes parce qu'elles peuvent ensuite avoir des répercussions évidemment dans le monde du travail. Alors d'abord quelques mots sur cette convention 190 que nous avons ratifiée, puisque dans les dispositions de cette convention que nous avons ratifiée, on sait qu'il y a une thématique tout à fait nouvelle qui impose aux entreprises désormais d'être sensibles aux violences domestiques qui pourraient apparaître en entreprise lorsque une femme arrive au travail et qu'elle a l'œil droit tuméfié. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste comme ça sans rien dire? Est-ce qu'on essaie de mettre en place des mesures, etc. Donc, cette convention est notamment connue pour ça. Mais elle est aussi intéressante parce que elle reconnaît le droit de toute personne à avoir un monde du travail sans violence ni harcèlement, y compris violence et harcèlement fondés sur le genre. Donc elle rappelle cette référence au genre, aux considérations de genre, aux stéréotypes de genre, avec des formes sur lesquelles je reviendrai à la fin de mon intervention, qui peuvent recourir à ce qu'on appelle l'intersectionnalité, qui est un mot un peu barbare, mais sur lequel je viendrai en fin d'intervention. Donc le mot, même sans qu'on sache encore ce qu'il veut dire, figure dans une convention internationale et impose aux États membres et derrière eux aux organisations professionnelles d'employeurs et de salariés d'avoir cette approche inclusive, intégrée, pour prendre en compte les considérations de genre. Vous avez bien entendu des textes au plan européen aussi qui font référence. Vous avez très explicitement une directive de 2012 qui interdit les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'expression de genre. Vous avez aussi, même si ce texte n'a pas de valeur juridique et n'a pas d'autorité juridique, ces principes qui ont été adoptés dans une ville à Java, dans l'île de Java, à Yogyakarta, pardonnez-moi, euh, des principes affirmés en 2006 par un certain nombre d'experts internationaux sur la question des droits humains, qui ont énormément promu l'idée qu'il fallait prendre en compte les orientations sexuelles, l'identité de genre, et qui s'intéressaient particulièrement à la population dite trans, avec toutes les précautions de langage qui entourent ce genre de terminologie. Alors, ça n'a pas de valeur juridique, mais dans un jugement du Conseil de prud'homme dont je ferai état tout à l'heure, d'Angers, eh bien, il y a une référence qui est faite à ces principes. Alors, même s'ils n'ont pas de valeur, ils ont quand même un éclairage qu'ils peuvent donner aux avocats, aux juristes, pour essayer de comprendre le problème. Autre texte qui fait référence à l'identité de genre, je passe rapidement, c'est l'article 24 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, dans lequel on punit évidemment les propos qui pourraient provoquer à la haine, à la violence, à l'égard d'une catégorie de gens, de groupes de personnes, notamment en raison de leur identité de genre. Hein, c'est un élément qui a été modifié. Et j'en viens donc à ces textes qui sont, à mon avis, très très importants pour un travailliste, qui sont ceux du Code civil et qui concernent les actes d'état civil. Puisque vous avez dans le Code civil, depuis peu de temps maintenant, des dispositions qui sont dans les articles 61.5 à 61.8 notamment, relatives aux demandes de rectification d'actes d'état civil. Pardonnez-moi. Et qu'est-ce que vous lisez dans ce texte? Et c'est à cette occasion que le Conseil constitutionnel a expliqué ce qu'il fallait comprendre par identité de genre.
On nous explique que toute personne mineure émancipée ou tout majeur qui démontre par une réunion d'éléments de fait que la mention relative à son sexe dans les actes d'état civil ne correspondent pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue, peut en obtenir la modification. Et quels sont ces faits que je peux rapporter par tout moyen et qui pourraient être pris en considération ainsi? Eh bien, la personne se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué. Elle est connue sous ce sexe revendiqué dans son entourage familial, amical, professionnel. Et elle a peut-être aussi obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué. Alors, on vous explique que cette demande doit être présentée devant le tribunal judiciaire. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette demande ne dépend pas d'une sorte de prérequis ou de préalable qui serait un préalable fait, incarné dans des traitements médicaux, une opération chirurgicale, une stérilisation, une intervention de chirurgie plastique, un traitement hormonal, qui accompagnerait cette demande de changement de sexe à l'état civil. Non. La demande est présentée dans le tribunal judiciaire et le texte dit le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande. Ça veut donc dire qu'une personne peut très bien avoir biologiquement, toujours organiquement, le sexe qui était le sien à l'origine, un homme, et se considérer comme femme et vouloir à ce titre être désormais reconnu comme tel à l'état civil, ce qui ne va pas évidemment sans poser des difficultés dans la vie concrète ensuite d'une entreprise, puisque c'est ça mon objectif, si je veux dire, c'est cet enjeu-là qui me paraît extrêmement intéressant. Alors, le Conseil constitutionnel, dans une décision du 26 janvier 2017, dans son considérant numéro 89, nous a dit ce que le législateur devait entendre par identité de genre. Et je m'arrête un instant sur cette définition. Le législateur a entendu viser le genre auquel s'identifie une personne, qu'il corresponde ou non au sexe indiqué sur le registre de l'état civil ou aux différentes expressions de l'appartenance au sexe masculin ou au sexe féminin. Donc il y a cette idée que le genre n'est pas réductible au sexe biologique, à la réalité biologique, et que justement, il va bien au-delà de la réalité biologique pour prendre en considération la perception que j'ai de moi-même et le regard aussi que les gens ont sur moi. Alors, il y a derrière, dans la théorie du genre, sur laquelle j'arrive dans un instant, il y a aussi une connotation très liée au rapport de pouvoir dans la philosophie en question. Alors, dans certains ouvrages de droit des personnes, euh, que ce soit l'ouvrage de droit des personnes de Grégoire Loiseau ou l'ouvrage de droit des personnes de Bernard Tessier dans leur dernière version, ils ont bien intégré, évidemment, depuis plusieurs éditions, cette référence au genre quand ils étudient l'état civil. Hein. Et à cette occasion, ben, ils montrent bien que le genre, finalement, c'est une sorte de sexe social. Alors, c'est une formule qui n'est pas très heureuse, mais à défaut, on pourrait s'en accommoder. Ça n'est pas que la réalité biologique, c'est aussi autre chose que la réalité biologique, et c'est tout l'intérêt du sujet et la difficulté du sujet. Et c'est ce que je vous ai indiqué là en reprenant en fait ce que disent nos collègues spécialistes de droit des personnes. La réflexion sur le genre conduit à isoler ce qu'on appelle le sexe social, considérer que les rapports du masculin et du féminin sont des constructions sociales et que la femme n'est pas que le résultat de sa nature, mais qu'elle est le fruit d'une construction sociale complexe. Ça veut donc dire que le sexe et le genre sont deux entités différentes. Le sexe ressort du domaine de la biologie et le genre davantage de la sphère sociale. Bon. Il y a donc dans cette distinction entre le sexe et le genre cette idée que notre sexe n'est pas que la réalité biologique, mais c'est aussi le fruit d'une construction, de représentation que nous avons de nous-mêmes ou que les autres ont de nous-mêmes. Alors, cette réflexion, quand je m'y suis mis à 7-8 ans, m'a laissé perplexe au départ. J'étais totalement perdu. Bah, j'ai l'âge que j'ai ma génération, et donc je n'étais pas du tout adapté à ces schémas de pensée. Et je me suis dit qu'il y avait quand même une réflexion intéressante derrière, qu'il fallait sans doute creuser davantage avant de se dire que c'était pas intéressant. Et notamment, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est une réflexion finalement qui est empruntée aux sociologues depuis des années, c'est la notion de représentation sociale. Et c'est quelque chose qui est très très intéressant sur lequel je vais revenir, parce que la Cour de cassation elle-même, la Chambre sociale, nous y invite. Alors, évidemment, l'origine de tout ça, c'est la philosophe américaine, l'universitaire américaine très connue, Judith Butler, et qui a écrit un ouvrage très très connu, Troubles dans le genre, qui a été publié en France en 2006. Et elle nous explique que l'identité de genre envoie une expérience personnelle, une expérience intime d'une personne d'avoir un sexe psychosocial qui correspond pas forcément à son sexe physique, d'accord? Et attendez, je vais décaler ce petit cadre qui m'ennuie là, voilà.
et qui peut se rapprocher d'une forme de féminité ou de masculinité, voire les deux en même temps, ou ni l'un ni l'autre. Et c'est toute la difficulté du genre, c'est que il ne faut pas essayer de le rattacher à la différence biologique homme-femme, car il va au-delà de ça. C'est ce qui fait qu'on est perdu au départ quand on découvre cette notion, on ne sait plus trop comment l'appréhender. C'est une notion fluide, le genre. Et donc c'est une notion qui correspond au déplacement d'un curseur sur une ligne imaginaire, qui fait qu'on peut être plus homme, plus femme, ou ni l'un ni l'autre. Hein, vous avez des gens qui s'affirment comme étant non-binaires et qui ne sont pas genrés, qui ne sont ni l'un ni l'autre, pour des tas de raisons qui les regardent. Et donc, ce que dit Judith Butler, c'est que quand on lit ses écrits et quand on écoute ces dernières interventions, hein, je vous ai mis les références que vous pouvez consulter vous-même sur YouTube. Elle répond à une interview pendant 1 heure en anglais, mais c'est sous-titré en anglais, donc elle a un anglais assez facile à comprendre, et puis comme c'est sous-titré en plus en anglais, vous pouvez le lire également. Ou en tant que professeur de Berkeley, elle explique où elle en est dans la réflexion sur le genre, et elle revient bien sur ces notions-là. Elle dit, je ne dénie pas la différence biologique entre un homme et une femme, mais je considère que c'est pas une différence qui est déterminante. C'est ça la nuance. Elle n'a pas dit que ça ne comptait pas du tout. Ce qu'elle dit, c'est que ça n'est pas déterminant. Et elle part de l'idée, alors ensuite on peut ne pas être d'accord, on a le droit de ne pas être d'accord, je dirais, dans une société démocratique, mais elle part de l'idée que le sexe est une catégorie qu'on assigne à l'enfance, dès l'enfance à quelqu'un, et qui n'est pas qu'une réalité biologique, c'est aussi une projection culturelle, historique, etc. etc. Et alors c'est une réflexion très intéressante qui perturbe nos habitudes de pensée, et ce d'autant plus que la Cour de cassation a toujours considéré pour le moment qu'il n'y avait que deux sexes, hommes et femmes. Il n'y a pas de troisième catégorie de sexe, hein. Même si dans la pratique et dans la réalité des mots qu'on emploie dans le langage des ressources humaines ou dans certains documents administratifs en France ou à l'étranger, on peut vous demander parfois de remplir des formulaires et vous avez homme, femme, autre. Bon, j'ai personnellement travaillé un peu au Brésil et pour des raisons administratives, je devais remplir des documents et c'est pas le seul pays, hein, homme, femme, autre. Donc on peut ne pas être homme, ne pas être femme et se sentir autre chose. Alors vous avez une anecdote qui est très très connue. C'est une émission d'arrêt sur image dirigée par Daniel Schneiderman, il y a quelques années déjà, où il avait été pris de court, puisqu'il y avait autour de la table, à part la co-animatrice, que des hommes, et il traitait de la question du sexe et de l'identité. Et une personne a dit, mais moi, je ne suis pas un homme, je suis une femme. Et il a pris de court tout le monde parce qu'il avait l'apparence physique d'un homme, disons les choses avec un peu de bon sens quand même. Et lui disait, bah écoutez, c'est pas évident à savoir. Et alors ce qui est étonnant, et c'est là que commencent mes réserves personnelles, et je mets ça dans le débat, c'est que la personne l'a mal pris. Quand vous voyez cet extrait sur YouTube, vous verrez que cette personne le prend mal et dit oui, c'est extrêmement désagréable d'être maltraité. Alors que Daniel Schneiderman, on l'aime ou on l'aime pas, mais enfin là, vraiment, il était de bonne foi, il voyait un homme devant lui et elle a été surpris que cet homme se dise femme. Et pourtant, c'est ça, le genre. On peut très bien se considérer comme femme sans avoir d'intervention chirurgicale, plastique ou autre. Là où c'était un petit peu disons un peu excessif peut-être, c'est que cette personne le prenait mal. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas la capacité intellectuelle de se dire que peut-être une personne de l'extérieur voyait un homme et que sans avoir de mauvaises intentions, sans avoir de mauvaises pensées, sans avoir un esprit moqueur, il était tout simplement étonné, c'était ça. Bon. Mais ça, c'est l'anecdote. Enfin, elle est facile à récupérer cette séquence et elle est assez révélatrice en fait de la question et de sa complexité aussi, parce que ce n'est pas si simple. Alors, cette identité de genre, ben, on la retrouve pas simplement dans les lois, dans les conventions internationales, on la retrouve aussi dans les conventions collectives. La dernière convention collective dont on parle énormément, puisqu'elle a complètement rebattu les cartes dans le secteur de la métallurgie en mettant fin à toutes ces conventions départementales pour une convention nationale. Alors, je sais qu'il y a des mesures transitoires. C'est la CCN de la métallurgie de 2022 qui est entrée en vigueur cette année, le 1er janvier 2024, et dans lequel ils ont négocié 10 ans, hein, la métallurgie, 10 ans pour arriver à ça, qui incite les entreprises, je cite, à sensibiliser l'ensemble des salariés, spécialement les responsables d'équipe, aux principes et pratiques de non-discrimination liés au sexe et à l'identité de genre. C'est écrit dans l'article 7 de la Convention collective nationale de la métallurgie. Alors nous avons aussi le célèbre arrêt de la Cour de cassation concernant ce salarié qui travaillait à Air France et qui avait des tresses africaines et à qui on avait imposé, en vertu du dress code, du document officiel détenu, de porter au moins une perruque pour cacher tout ça. Et ben, la Cour d'appel a considéré qu'en fait, il était normal qu'on s'aligne sur le document interne de la compagnie et que les femmes, les stewards aient une certaine tenue, les hôtesses aient une autre tenue, les chefs de cabine, etc., etc.
Et la Cour de cassation, dans cet arrêt du 23 novembre 2022, va censurer la Cour d'appel parce qu'elle s'était, je cite, fondée sur la perception sociale de l'apparence physique des genres masculins et féminins, laquelle, j'ai ajouté, ne saurait pourtant pas constituer une exigence professionnelle véritable et déterminante, justifiant une différence de traitement relative à la coiffure entre femmes et hommes, au sens de la directive de 2006. Donc la Cour avait eu le tort de se fonder sur la perception sociale de l'apparence physique des genres masculins et féminins. Ce morceau de phrase, ben, c'est une intégration complète de l'identité de genre par la Cour de cassation, de toutes les références qui sont associées à cette théorie, et qui dit qu'au fond, ce qui compte, c'est pas uniquement l'apparence physique et la perception qu'on a de la distinction homme-femme. Et donc, il faut sortir, nous dit au fond la Cour de cassation, de nos stéréotypes, de nos projections, de nos habitudes, et admettre qu'un homme puisse porter aussi des tresses africaines comme une femme, au fond. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut associer définitivement aux hommes et aux femmes. Alors ça, c'est un arrêt de ce point de vue-là extrêmement intéressant. Et on retrouve cette exigence liée à l'idée qu'il ne faut pas s'attacher à des distinctions uniquement biologiques et ne pas assigner les hommes et les femmes automatiquement à des comportements, des apparences ou des goûts même, hein. Les femmes seraient douces, etc., les hommes, etc. Bon. L'idée, c'est de se sortir un petit peu de ces schémas de pensée, alors que moi, j'ai été éduqué exactement dans ces schémas de pensée il y a des années, hein, mais il faut s'en remettre en question. Et sur les cours de récréation, dans les années 60, quand j'étais petit, quand on voulait se moquer d'un garçon, on disait «Oh, la fille!» C'était normal dans les années 60. Bon. Et c'était, alors qu'on pouvait, on se moquait pas des filles en disant ça, mais on se moquait du garçon en disant qu'il était une fille. Donc comme si c'était dépréciatif. Bon, les années 60, fermez la parenthèse, mais enfin, je l'ai vécu, je suis pas le seul à l'avoir vécu, hein, soyons honnêtes. Alors vous avez aussi, dans toute la réflexion globale sur la responsabilité sociale des entreprises, un élément qui est lié aussi à la prise en considération de l'égalité professionnelle, de l'identité de genre, puisque la RSE, c'est finalement pour moi une sorte de fenêtre, de grande porte qui s'ouvre à grand sur la vie sociale et qui fait que l'entreprise ne peut pas être uniquement refermée sur elle-même, mais qu'elle doit aussi avoir un rôle finalement presque civique, je ne sais pas comment on peut dire les choses. Donc vous avez une vraie réflexion sur ce sujet-là et qui est entrée dans les pratiques de certaines personnes, qui est entrée dans une réflexion au départ universitaire aux États-Unis et qui est arrivé aussi en France, hein. Il y a tout un courant universitaire qui est très très intéressé par ce sujet. Nous avons à l'université d'Angers une réflexion dans un de nos UFR sur la réflexion sur le genre, hein. Ils ont un diplôme consacré à ça. Et il y a vraie réflexion qui mérite, à mon avis, le détour. Alors, euh, je regarde le temps. Vous avez un jugement qui a été rendu par le Conseil de prud'homme d'Angers récemment. Il est daté du 24 juin de cette année, concernant justement une affaire qui va me permettre ensuite de rebondir et de me poser les questions de savoir comment concrètement est-ce qu'en entreprise on fait pour traiter ce genre de questions. Parce que on peut apprécier ou ne pas apprécier la théorie, on peut approuver ou désapprouver cette approche. Pour moi, tout est admissible, on est dans un pays libre. N'empêche que dans la réalité, les textes ont reconnu qu'on ne devait pas discriminer quelqu'un en raison d'identité de genre. Donc un chef d'entreprise ne peut pas ignorer ça. Il est forcé d'en tenir compte. Alors ça peut être un patron de PME du secteur industriel, un directeur d'association, etc., etc. Donc ça n'est pas si simple. Et moi, ce que je me dis quand j'entends tout ça, c'est qu'il y a une réflexion et il faut aussi pas mal de modestie et puis aussi beaucoup de tolérance parce qu'il faut que les gens s'adaptent à ces modes de raisonnement qui sont différents. Et dans ce genre de sujet, ce que je trouve toujours un peu difficile, c'est que on doit éviter deux écueils. Si on passe pour quelqu'un qui adore cette théorie, on passe pour un militant et là on va devenir suspect. Et si on critique cette théorie, on va passer aux yeux d'autres pour un dangereux conservateur, voire un réactionnaire. À mon avis, on peut être ni l'un ni l'autre et s'intéresser à cette réflexion quand même. C'est ça un peu mon souhait. Alors, je suis peut-être un peu naïf, mais bon. Alors, je vais évidemment pas vous lire ce jugement, ça n'a aucun intérêt, mais vous aurez dans le support que je vous ferai passer. Ce qu'on découvre dans cette affaire, c'est que c'est une personne qui travaille dans des cuisines, dans une association, et qu'elle a changé son identité de genre. C'est un homme qui est devenu femme. Alors, il n'est pas expliqué qu'elle a eu un parcours chirurgical, psychologique, thérapeutique et hormonal. Ça n'est pas dit. Mais du moins a-t-elle changé au moins son apparence physique et on comprend que cet homme devenu femme ben, s'habillait comme une femme, se maquillait comme une femme dans sa vie quotidienne. Et en fait, on s'aperçoit en lisant le jugement que les difficultés que rencontre cette personne, c'est pas tellement des difficultés avec la hiérarchie et le directeur, mais avec les collègues, car c'est ça aussi la réalité.
Il faut sortir, enfin je pense que nous tous on sait tout ça, mais j'ai été moi salarié avant d'être universitaire pendant une dizaine d'années, donc j'étais jeune, mais j'ai connu le monde du secteur privé de l'entreprise et je sais bien comment ça marche. Les difficultés ne viennent pas souvent du chef ou du patron. Les difficultés viennent des collègues. Et quand on bosse avec des gens des ressources humaines, ils vous expliquent bien que le problème, c'est souvent les collaborateurs entre eux. Et c'est très clair dans ce jugement. On voit bien que le jugement le dit d'ailleurs, il voit bien qu'il n'y a pas forcément de mauvaises intentions, mais qu'il y a des maladresses qui sont commises, et que comme il y a une sorte de rejet de la nouvelle apparence physique de cet homme devenu femme, cette personne le vit très très mal. Et donc elle fait une action en résiliation judiciaire, et c'est ce qu'elle cherche à obtenir, c'est résolution judiciaire pour discrimination. Alors, elle fonde ça sur le sexe et l'orientation sexuelle, mais elle développe ça aussi par référence à l'identité de genre. Alors, vous avez tout un passage où, dans sa motivation, le Conseil cite absolument tous les textes que je viens de faire, donc je ne vais pas vous les réimposer, mais vous avez un passage où le Conseil révoque les principes de Yogyakarta, hein, que vous avez là. Ils sont très clairement évoqués et rappelés quand même. Donc, même si ça n'a pas de valeur juridique, c'est un référent intellectuel et théorique qui peut servir à nos conseils. Alors, au bout du bout, le Conseil de prud'homme donne raison à cet homme devenu femme dans sa perception en lui, même si je pense que biologiquement et physiquement, il est toujours homme. Et cette transformation physique, pour le moment, semble être une transformation extérieure, mais encore une fois, j'ai pas assez d'éléments pour avoir le détail. J'ai pas réussi à avoir des infos. Peut-être est-ce que cette personne a fait tout un parcours beaucoup plus complexe, je ne le sais pas. Elle obtient gain de cause, et ce qui est intéressant dans le jugement, alors je vais vous retrouver le passage exact où il est dit à un moment que, voilà, les éléments apportés lors de l'audience par la demanderesse et l'absence de justification suffisante de l'employeur en défense emportent la caractérisation d'une situation généralisée ayant pour effet de dégrader la santé psychique de cette personne, même s'il est possible de constater que les atteintes à la personnalité de la demanderesse ont pu avoir été le fait de comportements individuels non intentionnels de la hiérarchie. Le conseil de prud'homme voit bien qu'il n'y a pas forcément une volonté de nuire à cette personne ou de l'ostraciser. Mais il y a eu des réactions des collègues. Et juste après, le conseil de dire les maladresses invoquées par l'employeur devant la transformation physique de monsieur devenu madame, qui a pris une apparence différente de son genre originel, si elles ont été provoquées, si elles n'ont été provoquées que par la difficulté de gérer cette nouveauté, ont entraîné indubitablement des conséquences très négatives sur la santé mentale de la requérante. Parce que derrière, outre les discriminations, il y a un aspect harcèlement moral dû à la dégradation des conditions de travail qu'elle a, au moins sur le plan psychologique, ressenti ensuite. Et donc ce jugement, de ce point de vue-là, est extrêmement intéressant. On voit bien que, comme sur le terrain classique du harcèlement, euh, on sait bien qu'on a des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, mais qu'il n'y a pas forcément l'intention de. Hein, c'est parfois malgré soi qu'on peut harceler, ben malgré soi, on peut faire ce genre de choses. Alors, ce cadre étant fait, ces illustrations de la Cour de cassation sur la référence au genre, la référence à la philosophe Judith Butler, ce jugement du Conseil de prud'homme danger, mais il y a d'autres décisions, je me pose la question maintenant de voir un peu finalement quelles sont les situations que l'on rencontre aujourd'hui qui font difficulté et pour lesquelles on n'a pas encore de réponse. Alors certaines d'entre elles m'ont été racontées lors d'une formation que j'ai fait à Rennes pour l'ISTO d'ailleurs, je vous le dis au passage. Alors je vois déjà un certain nombre de situations très concrètes, très pratiques en entreprise où les directeurs, les chefs d'entreprise, les employeurs sont parfois tout simplement désarçonnés. Il ne faut pas tout de suite voir dans quelqu'un qui, à mon avis, est perdu devant ça, un dangereux réactionnaire conservateur. C'est un peu simpliste. Vous avez des gens qui tout simplement ne savent pas quoi faire. Ils sont perdus. Bon. Et bah, il faut les aider parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. Alors, première difficulté dans le recrutement et dans les offres d'emploi. Quand vous avez des offres d'emploi, nous savons tous que depuis belle lurette dans le Code du travail, nous n'avons plus le droit aujourd'hui d'identifier une offre d'emploi en la rendant exclusivement pour les hommes et pour les femmes, à l'exception de tous les secteurs que nous connaissons bien, les artistes, les mannequins, etc. Il y a les deux ou trois exceptions qui sont très très connues. Mais même dans les cas d'exception, ça n'est pas si simple. Si vous avez besoin de recruter pour un film, pour une pièce de théâtre, pour une œuvre de l'audiovisuel, une personne pour avoir un rôle de femme, et que vous avez un homme devenu femme ou qui se sent femme, comment allez-vous faire? Est-ce que vous allez pouvoir refuser de l'embaucher parce que finalement, physiquement, il a l'air d'un homme alors que j'ai quand même besoin d'une femme? C'est ça la vraie difficulté. J'ai le droit de poser comme condition de recrutement qu'il soit homme ou femme, la loi me le permet. Pour autant, je ne sais pas si j'ai un homme ou une femme parce que je ne sais pas si je dois m'attacher à son sexe biologique ou à son identité.
Et là, ça, c'est une vraie difficulté. Est-ce que le refus d'embauche de cette personne, j'ai besoin de vous pour un rôle féminin, se présente quelqu'un qui a l'apparence d'un homme et dit oui, mais je me sens femme, je veux donc le rôle. Si vous le refusez, est-ce qu'il peut vous poursuivre en discrimination en raison de l'identité de genre? Alors que le rôle, la pièce a été écrite pour une femme, par exemple. Vous voyez, c'est un exemple tout bête. Alors, vous me répondrez que dans l'histoire, on a des exemples, mais qui étaient voulus. Je pense par exemple dans Les Noces de Figaro, dans la version, l'opéra de Mozart, le rôle de Chérubin, qui est un petit page dans la pièce, doit être porté par une femme, parce que c'est ce que demande Mozart. Mozart veut que ce Chérubin, qui est un garçon, soit en fait une femme qui soit soprano. Et donc, d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Il y a des airs très très connus de Chérubin dans le Noces de Figaro, qui est forcément une femme, alors qu'il a le rôle d'un homme. Mais là, c'est assumé par Mozart, il le souhaite parce que pour sa musicalité, son œuvre, il avait besoin de ça. Mais là, on n'est pas tout à fait dans le même problème. Deuxième difficulté, l'usage des toilettes. Très concrètement, on sait que Barack Obama a été empoisonné par une affaire, l'affaire des toilettes. Je crois que c'était au début de son deuxième mandat, me semble-t-il, où un homme qui travaillait dans une administration dans un État américain, qui était transgenre, reprochait que les toilettes publiques étaient ou hommes ou femmes et pas pour lui. Et donc, il avait soulevé le problème, ce qui n'a pas été simple. Alors, l'usage des toilettes, moi, j'ai un de mes anciens confrères qui m'a rapporté une situation qu'il connaît par un client qui a une petite entreprise, enfin suffisamment grande quand même, et qui a un homme qui est devenu femme. Mais lui, il a eu tout le parcours, hein. Chirurgical, plastique, hormonal, enfin vraiment, c'est très lourd. Et enfin, cet homme veut accéder aux toilettes femmes et les femmes ne le veulent pas. Pourquoi? Parce qu'elles disent oui, mais c'est un ancien homme. Donc on ne veut pas de lui dans nos toilettes. Voilà la difficulté que rencontre ce chef d'entreprise, très concrètement. Alors qu'est-ce que fait le chef d'entreprise? Il dit bon, ben, très bien, je vais faire des travaux et je vais créer des toilettes hommes, femmes et autres. Et là, les derniers développements que m'a rapporté mon ancien confrère, c'est que l'homme devenu femme reproche à cet employeur de le stigmatiser en créant des toilettes spécifiquement pour lui. Et là, très honnêtement, je me mets à la place du chef d'entreprise. Il a envie de rendre son tablier. Il se dit attendez, je veux bien faire. Et voyez les difficultés. Bon. Troisième exemple qui pose difficulté, mais j'ai vu passer un article là-dessus il y a quelque temps, la composition des listes électorales. Puisqu'on sait qu'il doit y avoir une représentation proportionnelle dans les listes électorales, on a déjà du mal à le faire, mais idéalement entre hommes et femmes, qui est homme et qui est femme? Et est-ce qu'on satisfait aux exigences de la loi si on met un homme qui se sent femme comme homme? On le compte comment? Bon. Et enfin, alors là c'est très très vaste, et vous avez énormément de littérature, vous avez une revue qui existe en ligne, qui en est à son deuxième numéro, qui s'appelle Intersectionnalité ou Intersection, je ne sais plus le titre exact, pardonnez-moi. Il y avait encore hier sur LinkedIn la publicité de son deuxième numéro, qui a publié beaucoup d'articles sur le droit du sport, hein. Vous savez, les enjeux, on en a beaucoup parlé après les derniers Jeux olympiques et certaines compétitions internationales. Alors, je vous fais grâce de ce que j'ai connu dans ma jeunesse avec ces nageuses d'Allemagne de l'Est qui subissaient des traitements épouvantables qui faisaient qu'elles avaient une transformation physique et qu'elles étaient assimilées à des hommes. Je pourrais évoquer la grande athlète américaine Florence Griffith Joyner, qui a eu un véritable traitement hormonal et qui a une musculature qui a complètement changé, ce qui fait qu'elle a toujours le record du monde du 100 mètres et du 200 mètres, mais on peut se demander ce qu'il vaut. Et ces personnes qui changent comme ça de sexe et qui font une compétition dans leur nouveau sexe alors qu'ils restent avec quand même des aptitudes physiques, par exemple des hommes, pour concourir chez les femmes. Ça pose une vraie difficulté en termes de compétition et de loyauté dans la compétition. C'est une vraie difficulté. Comment résoudre ce problème? Voilà. Donc voilà des exemples très concrets, il y en a certainement d'autres pour lesquels je n'ai pas la réponse. Mais vous voyez, il faut envisager des pistes. Alors, pour terminer, car je vois qu'il doit me rester à peu près 5 minutes, il y a des domaines sur lesquels, à mon avis, on peut trouver des pistes de réflexion et on commence à avoir des solutions. C'est deux formes de discrimination qui peuvent intégrer ma thématique, c'est la discrimination systémique et la discrimination intersectionnelle. Alors, discrimination systémique, attendez, je veux que mon ordinateur m'obéisse. Voilà. Le défenseur des droits l'a évoqué lui-même dans plusieurs décisions il y a presque 10 ans, notamment une décision de 2015 où il était saisi d'attitudes dans un cabinet d'avocats qui, au minimum, était du sexisme. Mais en fait, le défenseur des droits va beaucoup plus loin. Il démontre que le comportement des gens du cabinet envers les femmes, en particulier quand elles reviennent de congé maternité, révèle
une forme de discrimination dite systémique. C'est le mot qu'emploie le défenseur des droits dans cette affaire. Euh, la rupture du contrat de Madame X s'inscrit dans un contexte de discrimination systémique en raison du sexe au sein du cabinet Y, parce que elle, comme d'autres avant elle, subissaient des choses très très difficiles à leur retour de maternité. Elles avaient parfois du mal à retrouver leur véritable travail, etc. Et elles le subissaient de la part d'hommes ou de femmes, hein. C'est ça qui est très, j'allais dire, original. Vous avez des femmes associées qui peuvent faire souffrir 1000 morts à une jeune qui revient d'un congé maternité. Les hommes, malheureusement, ici, n'ont pas le monopole de ce genre de choses. Une autre décision de 2016, je n'y reviens pas car je n'ai plus le temps, qui évoque aussi ça. Et vous avez un jugement très connu du Conseil de prud'homme de Paris, que vous avez tous certainement vu passer, du 23 mai 2019, concernant la fameuse affaire des Libyens. Ce sont des travailleurs, d'ailleurs en partie non déclarés, qui travaillaient sur un chantier. Et il a été démontré, je vous résume l'affaire, que la répartition des tâches sur le chantier n'était pas fonction des compétences, mais des origines des gens. Donc on disait, alors les Libyens, ils auront les tâches de manœuvre, des tâches extrêmement difficiles, fatigantes en plus, dans des conditions de sécurité épouvantables. En revanche, au-dessus d'eux, ce sont des Maghrébins qui auront le pouvoir de les commander. Il y avait une répartition des tâches ainsi faite, et le Conseil de prud'homme de Paris le dit très clairement. Il identifie ce qu'il appelle une discrimination systémique, c'est-à-dire une sorte d'ordre organisé en amont qui, même inconsciemment, distingue l'attribution des tâches en entreprise, non pas en fonction des compétences et des attributions réelles des uns et des autres, mais en fonction de leurs origines. Et donc, les Noirs vont faire ça, les Asiatiques vont faire ça, les Maghrébins vont faire ça. Vous êtes pressentis pour avoir des aptitudes en raison de vos origines. Bon. Et alors, ça obéit pas simplement à des considérations qui seraient liées à de la discrimination. C'est aussi une analyse extrêmement économique. Hein, on part de l'idée qu'on va faire des tâches difficiles à des gens qui ne se plaindront pas parce qu'ils ne sont pas déclarés. Donc, il y a l'idée derrière de réduction des coûts à court terme. Alors, vous avez un rapport qui est sorti en 2016 sur la question des discriminations par Laurence Péco-Rivoli, qui consacre une page importante sur les discriminations systémiques et qui en donne d'ailleurs une définition qui rappelle en partie les discriminations indirectes, mais pas seulement, puisqu'elle montre bien que même s'il n'y a pas toujours une intention de, il y a une manière de répartir les tâches, d'attribuer les rémunérations, qui prend en compte non pas la réalité des compétences, mais les origines des gens, et qui, en fonction de ça, par des sortes de préjugés, de stéréotypes, présume que telle qualité de personne qui vient de tel coin du monde, alors a telle ou telle aptitude plus marquée qu'un autre. Voilà, donc ça c'est typiquement un système qui se met en place, qui est une notion difficile parce que ça fait référence à la logique systémique, qui est une réflexion philosophique qui se distingue complètement de la réflexion cartésienne où on détaille, on analyse. Non, la logique systémique, c'est qu'elle voit le global des choses et elle distingue les choses. Et puis enfin, vous avez, et je terminerai avec ça car il me reste 2 minutes, ce qu'on appelle la discrimination intersectionnelle. Je viens de sortir un article sur ce sujet récemment, où là, pour le coup, à l'incitation de Kimberly Crenshaw, qui est une avocate américaine noire, il y a l'idée que, à la différence des discriminations multiples qu'on peut subir, rappelez-vous l'affaire que j'évoquais tout à l'heure, mais vous connaissez tous l'affaire du garçon qui travaillait dans un restaurant et qui portait un anneau à l'oreille. Il a été licencié parce qu'il l'homme que vous êtes porte un petit anneau à l'oreille. Et en fait, les juges ont dit, c'est une discrimination multiple. Apparence physique plus sexe. Donc, ça, on connaît en France. La discrimination intersectionnelle, c'est plus que ça. C'est cette idée que c'est pas simplement quelqu'un qui subit plusieurs chefs de discrimination, mais que ces causes de discrimination interagissent. Et comme le dit l'auteur de cette théorie, Kimberly Crenshaw, qui a publié un article qui a été traduit en France, une femme noire est traitée différemment d'une femme blanche ou d'un homme noir, non pas parce qu'elle est femme ou parce qu'elle est noire, mais parce que c'est une femme noire. Et donc, c'est très difficile, et c'est ce que j'ai écrit dans un article récemment, c'est-à-dire que moi, il me semble que la cause est intéressante, elle est très portée par l'histoire des États-Unis, et donc son transfert en France ne va pas sans difficulté, même si en France aussi, il y a une vraie réflexion sur les femmes noires, notamment qui viennent d'Afrique ou de Guadeloupe ou de Martinique, il y a une vraie réflexion là-dessus, mais ça pose une vraie difficulté au plan probatoire. Et là, l'ancien avocat parle en se disant, bon d'accord, c'est intersectionnel, et alors? Et vous avez des jugements de certains tribunaux, je pense en Belgique, qui ont dit que scientifiquement, c'était une réflexion géniale, mais qu'en pratique, c'était très compliqué de distinguer comment on pouvait prouver une discrimination multiple, ça on connaît, et la distinguer d'une discrimination intersectionnelle. En quoi est-ce que l'interaction entre deux causes pourrait être prouvée? Et là, franchement, on se heurte à une vraie difficulté probatoire, très concrète, un peu terre à terre, pardon, devant nos juges. Voilà, je vous ai mis quelques textes internationaux ou des directives qui montrent bien que la discrimination intersectionnelle, ça n'est pas la même chose qu'une discrimination multiple.
Hein, c'est très clairement expliqué, par exemple, dans une directive du 10 mai 2023. euh, la discrimination intersectionnelle suppose qu'il y ait le sexe et un autre motif de discrimination, mais ça n'est pas la même chose qu'une discrimination multiple. Hein. Vous avez la Convention 690 que j'évoquais tout à l'heure. Elle dit il y a des formes multiples et intersectionnelles de discrimination. Donc il y a quelque chose en plus dans l'intersectionnalité qui n'est pas simplement l'addition de chefs de discrimination et ça ne va pas sans poser des difficultés. Pour le moment, je pense que ça a une valeur scientifique et une valeur descriptive très intéressante, mais ce qui me met mal à l'aise, c'est que je ne sens pas comment au plan probatoire on peut le prouver, alors que la théorie du système, à mon avis, même si elle est très marquée par le racisme systémique aux États-Unis, Black Lives Matter et tout ça, quand on la transpose à la France, même s'il n'y a pas toute la pesanteur historique qu'il y a aux États-Unis liée à la ségrégation, peut, à mon avis, peut-être être prouvé. Discrimination intersectionnelle, je pense que c'est un petit peu plus difficile. Voilà, je pense que j'ai respecté mon temps. J'espère avoir été clair et je suis à votre écoute.